Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce forum 2024 qui se déroule donc à Marseille dans ce magnifique cadre du Pharo. On est ravis d'être ici et puis pour cette première table ronde, on vous souhaite à tous la bienvenue sur cette question importante de l'inclusion numérique territoriale, un sujet qui nous tient évidemment à cœur aux interconnectés depuis de nombreuses années. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit point d'étape sur les avancées suite effectivement à la mise en place de cette feuille de route France Numérique Ensemble au niveau national, et puis de voir effectivement comment ça se passe à l'échelle nationale, comment ça se passe sur les territoires, et de pouvoir échanger avec vous sur ces enjeux-là. On espère évidemment que vous puissiez également nous dire comment vous ressentez les choses sur votre territoire. On a des personnes dans la salle qui pourront prendre le micro pour vous donner la parole au fil de cette table ronde. Alors, pour vous présenter nos intervenants, donc moi je suis Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, et puis j'ai la chance d'être accompagnée ce matin pour ce tour de table par Jacques Auberti, donc qui est président de la communauté d'agglomération du Sicoval. On a également, alors je vais les faire pas dans l'ordre de la slide, mais dans l'ordre d'apparition sur scène, Julia Herriot, qui est co-directrice du programme Société numérique en charge de cette question de la feuille de route France Numérique Ensemble à la NCT. On a également Richard Marquis, chargé de projet la médiation numérique à Anjou Numérique. Et puis Julie Schwarzger, chef de projet innovation et numérique à Nantes Métropole. Et puis enfin Sacha Desmaris, responsable du pôle conseiller numérique France Service à la Banque des Territoires. L'idée, c'est effectivement de pouvoir faire avec vous un point sur ces différents sujets. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous représentez des territoires de typologies différentes, avec aussi des modes d'approche un peu différents. Donc, ça permet de voir qu'on peut faire de l'inclusion numérique en fonction de la diversité territoriale, en fonction de sa propre sensibilité, et que ça marche bien dans tous les cas. Donc c'est ça qui est chouette. Alors, pour démarrer peut-être un petit rappel très rapide sur la situation de l'inclusion numérique, c'est effectivement un sujet qu'on porte aux interconnectés, mais qui est porté aussi au niveau national depuis de nombreuses années. On a vu que l'année dernière, nous, on avait fait un baromètre de l'inclusion numérique et on s'est rendu compte, un baromètre de la maturité numérique des territoires auprès de nos adhérents, et on s'est rendu compte que l'inclusion numérique arrivait en deuxième position parmi les préoccupations les plus importantes pour l'ensemble des territoires, avec une forte mobilisation des collectivités, puisque 69% d'entre elles mettaient en place une stratégie d'inclusion numérique. Donc c'est un pas effectivement important. On se rend compte que sur ce même panel, par contre, on descendait à moins de 50%, 45% en moyenne quand il s'agissait de structurer cette démarche au niveau local. Et donc cette coordination était encore quelque chose qui avait bien pris, puisqu'on est quand même à 45%, mais qui n'est pas encore généralisé. Donc ça renvoie aussi un petit peu à ce qu'on discutera tout à l'heure sur la territorialisation de ces stratégies. Et parallèlement donc, à cette mobilisation, on peut vraiment le constater, on voit que néanmoins, la part des personnes éloignées du numérique, qui sont en difficulté par rapport à des démarches, continue d'une certaine manière de progresser. Et du coup, ça questionne aussi sur la manière dont on peut continuer à travailler aujourd'hui et améliorer encore cette prise en compte, sachant qu'évidemment, avec les évolutions, et le forum en sera l'écho tout au long de ces 2 jours, on voit bien que l'irruption répétée de nouvelles technologies, de nouvelles approches, re-questionne à chaque fois cette capacité à être un citoyen dans une société de plus en plus numérique. Donc voilà un petit peu pour le périmètre. Pour peut-être ouvrir les débats, Jacques Auberti, je vous laisse la parole, pour exprimer effectivement comment, en tant qu'élu très investi sur ces sujets, vous percevez la situation dans laquelle on est et quels sont pour vous les grands enjeux. Bien, merci Céline, bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Qui aurait pu manquer ce forum dans ce lieu magique, et je crois qu'on peut en savoir gré la métropole Aix-Marseille pour qui plus est l'accueil qu'elle nous a réservé, mais bravo à vous aussi pour
toute cette organisation et ce programme qui est effectivement extrêmement riche. Alors nous sommes la première table ronde, donc avec une certaine inertie peut-être au départ, mais sur un sujet qui nous occupe maintenant depuis bien des années. Et je vous propose d'ailleurs, parce que c'est important en matière de politique, notamment au niveau des territoires, de se remémorer quels sont finalement les fondamentaux de la dynamique qu'ont créé les interconnectés et au travers des interconnectés, finalement, toutes les strates de notre pays, du territoire avec l'action en proximité jusqu'à l'État. Donc nous avons démarré très tôt les actions en matière d'inclusion numérique pour la bonne et simple raison qu'apparaissait, il y a maintenant bien des années, la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Je me souviens notamment le premier paiement dématérialisé de l'impôt, avec énormément de nos administrés qui, pour certains, se trouvaient un petit peu démunis. Cela, alors, ne remonte pas au siècle dernier, heureusement, mais quand même, il y a bien des années, au mandat précédent en tout cas, ce qui nous avait permis d'ailleurs d'écrire tous ensemble, à l'occasion des réunions d'ailleurs, auxquelles certains d'entre vous ont contribué, ont participé, un manifeste donc, pour lutter contre l'électronisme, en rappelant un aspect fondamental de notre démarche. À chaque fois que quelqu'un est démuni face à une démarche sur le numérique, il doit pouvoir avoir face à lui de l'humain. Et nous le répétons sans cesse, il faut effectivement ce filet amortisseur en quelque sorte. Il est obligatoire si nous voulons réussir cette question de l'inclusion numérique. Nous avons remis ce manifeste au début de l'année 2020 à Cédric O, qui était alors secrétaire d'État en charge du numérique. Et après avoir vraiment travaillé avec lui pour faire prendre conscience qu'il y avait la nécessité de définir des territoires pertinents pour l'action des collectivités territoriales en lien évidemment avec tous les autres partenaires, et j'y reviendrai. Donc nous avons obtenu alors des moyens assez conséquents sur 3 ans et la création des fameux conseillers numériques France Service, dont nous parlons encore aujourd'hui, peut-être plus en lien d'ailleurs avec les maisons France Service, et nous y reviendrons. Cela a permis de lancer les procédures, mais surtout sur des territoires qui étaient volontaires. Puis nous avons bien évidemment réfléchi à une généralisation de l'inclusion numérique sur tous les territoires. L'opportunité nous en a été donnée aussi avec la démarche du Conseil national de la refondation en matière de numérique. Et je salue là aussi le travail de Céline et de toutes les équipes, notamment avec l'ANCT, avec la Banque des territoires particulièrement, et puis dans le cadre des associations d'élus réunis, qu'on appelle la Belle Alliance, pour produire en fait notre vision, qui a été acceptée d'ailleurs in fine par Jean-Noël Barrot, ce qui nous a permis en juillet dernier de signer cette fameuse feuille de route donc France Numérique Ensemble, avec la publication d'une circulaire. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une démarche de généralisation. Alors le travail est complexe, le travail est ample à réaliser. Pour autant, l'objectif de faire en sorte qu'il n'y ait a priori pas de territoire laissé pour compte, avec un département qui doit aussi se mobiliser si les fameux territoires pertinents dont je parlais ne sont pas au rendez-vous, de façon à généraliser effectivement une organisation sur l'ensemble du territoire national en la matière. Alors, peut-être manque-t-il encore pas mal de moyens, peut-être les inquiétudes sont au rendez-vous, qui plus est quand l'État annonce, le gouvernement annonce effectivement des restrictions budgétaires assez marquées, même si nous pensons plutôt aux investissements, alors que nous travaillons aussi sur le fonctionnement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démarche qui est quand même extrêmement positive, permettant à tous les territoires, et nous verrons sans doute avec cette table ronde des illustrations très concrètes, permettant à tous les territoires de se saisir de cette question de l'inclusion numérique, avec, j'allais presque dire, une obsession permanente du aller vers, et là aussi nous y reviendrons, parce que derrière les mots, encore faut-il avoir des actions concrètes pour les illustrer.
Merci beaucoup Jacques pour cette introduction effectivement qui resitue les enjeux et la dynamique qui a été la nôtre. Et je me tourne maintenant vers Julien pour faire un point d'étape justement de l'évolution de cette feuille de route France Numérique Ensemble. Déjà savoir comment aujourd'hui les différents territoires se sont saisis de cette possibilité effectivement de créer un pilotage. Qui sont-ils? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite photo de où on en est déjà? Oui, merci beaucoup Céline. Alors déjà c'est intéressant puisque je voulais introduire mon propos en parlant justement de la circulaire du Conseil national de la refondation, et M. Auberti l'a fait à ma place, qui montre bien qu'on a vraiment effectivement travaillé avec les collectivités main dans la main pour vraiment construire cette nouvelle page qui en fait est une nouvelle feuille de route qui prend la suite de la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui datait donc de 2018 et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle effectivement France Numérique Ensemble. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges rapprochés avec les interconnectés qui étaient vraiment très très contributeurs à la fois des réflexions et même sur des choses plus opérationnelles, à la fois la relecture et l'écriture de la circulaire, qui en fait est quand même l'opérationnalisation de toutes ces réflexions. Donc effectivement, pour parler de la territorialisation des politiques publiques d'inclusion numérique, donc c'est bien l'axe 1 de la feuille de route France Numérique Ensemble, qui en comporte d'autres dont je parlerai peut-être plus tard. Mais pour répondre à ta question, Céline, et pour faire un point d'étape sur comment ça se passe, alors, donc, il y a effectivement eu une circulaire au mois de juillet 2023 qui pose le cadre du déploiement de cette territorialisation, qui demandait en fait aux préfectures de département de recenser dans un premier temps les gouvernances locales d'inclusion numérique, puisque comme tu l'as dit Céline, des gouvernances locales d'inclusion numérique, il y en a déjà. Il y en a où c'est plutôt en cours de structuration, et dans certains territoires, il n'y en a pas du tout. Donc l'idée, c'était déjà de faire un premier point d'étape. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 90 départements où il y a une collectivité qui va coporter une feuille de route locale d'inclusion numérique avec la préfecture au niveau départemental. Donc on peut dire en tout cas que voilà, il y a une vraie impulsion dans 90 départements. En majorité, il s'agit de conseils départementaux. On trouve aussi beaucoup de syndicats mixtes impliqués, également des EPCI. Donc dans certains départements, on peut aussi noter qu'il y a des EPCI qui vont porter une feuille de route. On peut noter qu'il y a plusieurs feuilles de route dans certains départements également. Donc voilà où on en est pour l'instant sur le déploiement. Alors, une fois que ce recensement a été fait, sachant qu'il y a dans les autres départements, donc les 10 restants à peu près, il y a encore des échanges qui sont réalisés avec les collectivités, mais parfois, donc dans certains départements, on sait que la préfecture portera seule la gouvernance locale. Donc voilà, l'idée c'est aussi de travailler avec les collectivités en question pour voir quels sont les points bloquants et faire un accompagnement plus resserré. Donc ça, c'est le recensement. Donc une fois qu'on a recensé ces gouvernances locales, l'idée, c'est à la fois de proposer une structuration pérenne là où il y a un besoin de consolidation, c'est-à-dire que ces gouvernances, l'idée, c'est de les étoffer potentiellement. Puisqu'on a identifié, dans le cadre de nos réflexions, dans le cadre du Conseil national de refondation, que tous les acteurs doivent être impliqués dans ces gouvernances locales, à la fois les acteurs privés, les opérateurs de services publics, le tissu associatif très 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 structurant sur l'inclusion numérique également, tous les EPCI potentiellement et toutes les collectivités du territoire. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, donc de continuer à étoffer cette gouvernance locale. Et enfin, l'idée c'est de pouvoir les outiller, ces gouvernances, et de les appuyer notamment dans l'ingénierie de projet, donc à différents stades, puisque l'idée c'est de pouvoir s'adapter au stade de maturité entre guillemets de chaque territoire sur l'inclusion numérique. Donc on a fait un premier état des lieux en recensant les besoins en ingénierie que les collectivités avaient dans le cadre de la structuration de leur gouvernance ou même de la structuration de leur feuille de route.
et on a pu constater qu'il y a effectivement à peu près 50% des gouvernances qui nous remontaient des besoins de diagnostic, de ce qui, voilà, de recensement de besoins sur leurs usagers en termes d'inclusion numérique sur leur territoire. Donc ça montre qu'il y a effectivement beaucoup de territoires encore qui sont au point de départ, j'ai envie de dire, de la réflexion et ont besoin donc d'ingénierie sur du diagnostic, voire même l'écriture de la feuille de route locale France Numérique Ensemble. Donc ça, c'est à peu près la moitié des besoins. Après, ce qui est beaucoup remonté, bien sûr, c'est aussi des besoins de RH interne pour pouvoir structurer un financement pérenne sur les projets d'inclusion numérique au niveau local. Donc il s'agit de soit structurer un fonds local, soit aller chercher des cofinancements au niveau européen, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a un vrai besoin RH des collectivités qui souhaitent plutôt, dans ce cas-là, mettre en œuvre une feuille de route plutôt que de l'écrire. Voilà. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et pour finir, on a effectivement depuis 3 semaines communiqué les moyens alloués à chaque département pour justement mettre en œuvre ou écrire cette feuille de route locale. Donc toutes les préfectures de département ont reçu donc ces montants. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les gouvernances locales pour l'opérationnalisation de leur feuille de route ou l'écriture de leur feuille de route. Très bien. Donc, pour résumer rapidement sur les structurations, donc on voit cette progressivité. Dans les endroits où il n'y a pas de porteur, c'est la préfecture ensuite qui a pris le relais. Et ensuite, donc aujourd'hui, vous accompagnez cette structuration, la capacité à l'animer. Quand on parle de ressources humaines, c'est effectivement un point qu'on avait identifié. C'est une des grosses difficultés, c'est de financer du temps homme. Aujourd'hui, on sait financer de l'investissement, mais du temps passé, c'est pas évident. Donc là, vous investissez plutôt sur la partie structuration, encadrement, animation. Donc on est encore dans cette phase, on va dire, de structuration. Peut-être un point qui intéresse tout le monde aussi, sur les conseillers numériques France Service. Il y a eu des annonces de la nouvelle secrétaire d'État pour valider le fait que les financements qui avaient été annoncés ont été également consolidés, enfin ne seront pas touchés. Donc là, il n'y aura pas de coupe franche de ce côté-là. Non, il n'y a effectivement pas d'impact sur les coupures budgétaires récentes qui ont été annoncées, donc les fameux 10 milliards. Donc l'inclusion numérique reste la ligne sur l'inclusion numérique reste intacte, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Et peut-être un point aussi à ajouter sur le financement en ingénierie de projet. On peut peut-être aussi ajouter l'appel à candidature de conseiller numérique coordinateur qui a été réalisé à partir de la fin de l'année dernière, qui aussi préfigure donc la structuration et l'opérationnalisation des feuilles de route, puisqu'en fait les conseillers numériques coordinateurs, donc c'est un échelon très intéressant qu'on a vu émerger à la suite du lancement de dispositif conseiller numérique, qui est un échelon qui est à l'écoute des conseillers numériques, qui est là pour structurer potentiellement leur périmètre d'action, réfléchir sur le parcours usager que peuvent avoir les usagers à l'échelle locale. Donc 112 postes ont été attribués pour réaliser ces missions de conseiller numérique coordinateur en début d'année. Merci de ces précisions. Peut-être un mot pour donner les autres axes, parce qu'on va beaucoup travailler sur cette question de la territorialisation, comme on implique, mais il y a aussi d'autres éléments structurants que vous mettez en place. Peut-être en quelques mots, est-ce que oui, vous les alors, rappeler ? Oui, vraiment très rapidement. Donc, tout ce dont on parle, effectivement, s'inscrit dans donc, la feuille de route globale France Numérique Ensemble, qui comporte 4 axes. Donc, le premier axe, c'est effectivement la territorialisation des politiques publiques d'inclusion numérique, donc, qui est censé en fait reporter les 4 axes au niveau local également. Donc, on peut citer le deuxième axe, qui est donc l'outillage des médiateurs et des aidants numériques, donc à la fois à travers de l'outillage numérique, donc
donc à savoir tout ce qui est rapport d'activité, tout ce qui est potentiellement ressources, tout ce qui est dispositifs comme Aidant Connect qu'on a pu déployer, etc. Donc il y a vraiment tout un champ et une suite d'outillages numériques à déployer pour les aidants et pour les médiateurs numériques. Le troisième axe, c'est la formation et la structuration de la filière professionnelle de la médiation numérique. Et donc, quand je dis médiation numérique, c'est bien médiateur numérique et aidant numérique. Bien traiter ces deux champs-là, parce que c'est très important et très complémentaire. Donc, là-dessus, effectivement, on a lancé donc un EDEC qui va structurer cette filière de la médiation numérique et poursuivre justement les réflexions et la structuration qu'on a initiée à travers le plan de relance, avec donc quand même la certification de 4000 conseillers numériques au CCP1 de la formation professionnelle du titre professionnel responsable d'espace de médiation numérique. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin et de s'adresser aussi effectivement aux aidants numériques qui aujourd'hui sont effectivement insuffisamment formés au sujet d'inclusion numérique. Et le dernier axe, donc le quatrième, concerne la donnée, puisque c'est difficile à l'échelle locale ou nationale de piloter des politiques publiques sans avoir de la donnée fiable, organisée, facile d'accès. Et pour le coup, là, c'est une plus-value qu'on peut avoir au niveau national de pouvoir justement l'organiser, la recenser de manière qu'elle soit outillante pour quiconque veuille s'en servir. Très bien, merci de ce rappel, parce que je pense que c'est effectivement aussi important d'avoir en tête qu'il y a un travail de formation, de mise en place d'une filière sur l'inclusion numérique et des remontées de données qui vont structurer au fur et à mesure. On aura l'occasion d'en parler dans les mois qui viennent, évidemment. Pour revenir sur le sujet qui effectivement nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette structuration locale, la manière dont les territoires s'en emparent. Peut-être petit tour de table rapide entre nous pour dire comment ça se passe chez vous. Et puis si dans la salle vous voulez aussi témoigner, n'hésitez pas à nous dire un peu comment ça se passe de votre côté. Jacques, du côté du Sicoval, vous êtes dans une configuration de partenariat étroit entre l'agglomération et le département, donc qui est un partenariat qui existe sur plein de projets. Comment ça se passe chez vous sur cette mise en place ? Alors d'abord je salue, ils sont dans la salle, évidemment les forces vives de ma communauté d'agglomération, Anne-Claire Dubreuil et Dominique Marty, qui ont énormément travaillé ces dernières années justement sur cette question de l'organisation territoriale. J'ai oublié d'en parler en propos liminaire tout à l'heure, mais évidemment nous considérons qu'a priori, et même par défaut, c'est l'intercommunalité qui est forcément assez bien dimensionnée, adaptée pour mettre en œuvre ces politiques. C'est ce que d'ailleurs le Sicoval a fait relativement historiquement avec un partenaire et le partenaire par excellence de l'action sociale, à savoir le département. Il s'avère qu'en Haute-Garonne, c'est sans doute une chance aussi, je crois qu'il faut bien le mesurer, nous avons un département qui joue à plein la question de la solidarité territoriale. L'inclusion numérique, nous considérons que c'est a priori une politique à caractère social, particulièrement lorsqu'il s'agit du aller vers, lorsqu'il s'agit effectivement de tendre la main à celles et ceux qui ne s'en sortent pas dans le cadre des démarches, voire même aimeraient progresser. Donc vous avez parlé de la formation, elle est essentielle, encore faut-il qu'elle soit évidemment délocalisée. Mais aussi le aller vers, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de perte de droits et donc essayer de cibler les personnes qui de toute façon ne feront pas elles-mêmes la démarche, si tant est que nous ayons des sites délocalisés pour pouvoir les accueillir. Et donc cela nécessite un travail très étroit avec le département. En Haute-Garonne, nous avons qui plus est la chance d'avoir un département qui a créé aussi des structures qu'il appelle des maisons de proximité à l'identique ou quasiment à l'identique, mais avec le relais de l'action sociale, donc des maisons France Service. Et sur notre territoire, nous avons un maillage assez conséquent. Une maison France Service, une sans doute en devenir, 2 maisons de proximité. Et donc,
un partenariat très étroit qui a aussi débuté au travers du pass numérique, hein, puisque le département avait souhaité le mettre en œuvre, même si nous avons eu des actions avec des acteurs du privé. J'ai souvenir de pass avec AG2R La Mondiale pour former, je crois que nous avions formé alors une quarantaine de chômeurs sur donc les outils numériques. Avec le département, nous avons aussi travaillé sur l'équipement d'un véhicule, un véhicule électrique pour justement aller vers, et un financement assez conséquent. Tout cela pour dire que, alors même que nous étions parmi les 5 territoires au niveau national à avoir expérimenté la coordination territoriale d'inclusion numérique, lorsqu'il s'est agi finalement de travailler avec le préfet sur la question de la mise en œuvre de la feuille de route, hein, France Numérique Ensemble, nous étions bien évidemment en lien très étroit, et j'allais presque dire des partenaires privilégiés du département auprès des services de l'État pour cette mise en œuvre, mais en ayant toujours le souci, et c'est ça qui est fondamental, de jouer la solidarité territoriale, de jouer aussi donc un rôle de territoire démonstrateur en quelque sorte, mais en essayant à chaque fois que nécessaire de décrire les procédures, les démarches, de façon à pouvoir les répliquer assez facilement, et y compris en étant évidemment très attentif aux territoires qui ont pas ou peu de moyens, notamment d'ingénierie, hein, vous l'avez dit, pour à chaque fois que cela a été nécessaire, cela est nécessaire aujourd'hui, hein, nous sommes en phase de diagnostic, donc pouvoir effectivement mettre en évidence les moyens locaux, de façon à réussir cette étape de l'organisation territoriale. Et puis, dernier point, pour ne pas être trop long, il y a aussi cette question, effectivement, du partenariat avec un certain nombre d'instances du privé, hein, les fournisseurs d'énergie, mais aussi, pourquoi pas, les assurances, les banques, etc. Faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes, puisqu'ils sont intéressés dans l'affaire. Ils ont intérêt, évidemment, à ce que les citoyens, leurs clients, soient formés au numérique, voir comment nous pouvons mobiliser conjointement des moyens, tout en restant sur une forme d'éthique, éviter le prosélytisme. Et nous avions travaillé d'ailleurs à l'écriture d'une charte pour réussir aussi ce partenariat qui sera essentiel sans doute dans l'avenir. On y reviendra effectivement hein, sur ces possibilités de partenariat élargi à l'échelle des collectivités. Merci beaucoup pour ce point d'étape. On a d'autres cas de figure. Je pense à Bordeaux, par exemple, qui est un petit peu aussi dans cette volonté où la communauté, la métropole a beaucoup travaillé et entre en partenariat également dans cette logique de mutualiser ses outils, mutualiser sa démarche, de faire bénéficier à l'ensemble du territoire du travail déjà accompli. Donc on voit là des modèles d'alliance finalement où chacun profite finalement de la capacité de l'autre à faire chacun sans son périmètre. Donc c'est plutôt voilà, une dynamique très positive qu'on voit ici. Autre configuration, maintenant je me tourne vers vous Richard. Vous êtes au sein d'Anjou Numérique, donc un syndicat de mutualisation hein, à l'échelle du territoire. Peut-être ça vaut le coup de réexpliquer un petit peu votre fonctionnement et puis voir comment vous saisissez, vous êtes saisi peut-être par les collectivités du territoire de la mise en œuvre de cette stratégie et puis de l'accompagnement finalement de l'inclusion numérique sur le territoire. Donc déjà, repréciser la manière dont vous travaillez et puis peut-être le périmètre, la manière dont ça se passe sur votre territoire. Oui, bonjour, merci. Donc le syndicat Anjou Numérique a créé en 2015 d'abord pour la question du déploiement de la fibre et en fait qui est venu sur la question de l'inclusion numérique en 2018 quand ça s'est mis en route sur le Maine-et-Loire, parce que nous on est parti avec une première feuille de route 2019-2021 avec une première feuille de route qui s'appelait la Medlum 49 en fait, qui avait été impulsée dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Donc voilà, il y avait déjà cette expérience d'une première feuille de route à l'échelle départementale.
Il y a une nouvelle feuille de route qui a été travaillée sur la période 2023-2025 et qui collait du coup plutôt assez bien au calendrier, aux attentes de la feuille de route nationale. Donc cette feuille elle a 5 axes. Alors je crois que j'avais fait une petite diapo si vous voulez, je ne sais pas si vous les avez. Voilà, il y a 5 axes dans cette feuille de route et 32 actions, peut-être assez classiques. Et puis portées par une quinzaine de partenaires en fait qui étaient déjà investis dans cette première feuille de route, et le groupe s'est élargi au fil du temps. Donc, feuille de route qui sera signée le 15 avril prochain chez nous. Donc, voilà, on est dans les délais puisqu'on était déjà prêt. Donc, une feuille de route qui est particulièrement pilotée par le conseil départemental, voilà, qui pilote la démarche globale. Dans le comité d'animation, il y a aussi la préfecture pour le pilotage FNE et puis le pilotage des dispositifs. La Fédération des centres sociaux pour l'animation du réseau des médiateurs et des conseillers numériques, et puis particulièrement le syndicat Enjeux numériques, donc je représente, qui est positionné sur l'accompagnement des territoires, et c'est notre particularité. Vous dire aussi que depuis 2019, il y a 6 partenaires qui ont mis en place un premier financement pour faire vivre cette feuille de route, donc qui est attribué à la Fédération des centres sociaux pour porter 2 postes. Donc c'est 95 000 € annuels qui sont pris en charge particulièrement par la CAF, le conseil départemental Enjeux numériques, et puis dans une moindre mesure par la MSA, la CPM et la CARSAT. Donc voilà, des financements qui existent déjà depuis 2019 pour le pilotage. Donc sur le projet du syndicat, nous on a pris particulièrement l'aspect structuration d'une offre d'inclusion numérique à l'échelle des territoires. Alors soit à l'échelle des EPCI quand c'est le cas, mais parfois ils ne sont pas compétents sur cette question-là, donc on descend au bassin de vie. Et donc voilà, nous on mène un travail, on va dire, de territorialisation à l'échelle infra-départementale, puisqu'on avait déjà cette petite longueur d'avance, et on développe particulièrement ce qu'on a appelé des réseaux locaux d'inclusion numérique. Alors voilà, l'idée c'est d'identifier, de mobiliser, d'organiser tous les acteurs qui sont impliqués dans l'accompagnement numérique et de les organiser selon une typologie de 4 acteurs. Donc on a d'abord identifié ce qu'on a appelé les éclaireurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont détecter, orienter vers un parcours qui est structuré derrière et qui est structuré autour de ce qu'on a appelé des premiers secours, donc apportent une aide ponctuelle et qui sont en capacité de réorienter. Donc voilà, ces 2 acteurs aujourd'hui, ils n'existent pas forcément, il faut aller les chercher dans les territoires et les orienter vers des acteurs un peu plus classiques qu'on a appelés des aidants. Donc voilà, typiquement ça va être des France Services, par exemple, ou des travailleurs sociaux qui accompagnent une démarche jusqu'à son terme, et puis des médiateurs numériques qui accompagnent vers l'autonomie. Donc l'idée, c'est de mettre en place ces réseaux partout sur le département du Maine-et-Loire, en s'appuyant sur des dynamiques qui sont existantes, soit à partir des France Services, des centres sociaux, des CCAS ou des collectifs de partenaires, ou en développant des projets spécifiques, dont celui autour de l'accueil numérique de proximité, là, pour lequel... Bon, je ne sais pas si je me lance dans cette petite présentation maintenant, mais pour lequel on va recevoir un label cet après-midi. Mais voilà, l'idée, ça part un peu du constat que l'inclusion numérique, c'est l'affaire de tous, et pas que des médiateurs et des France Services, que finalement, tout le monde doit être impliqué dans cet accompagnement, et aussi les mairies, notamment les agents d'accueil, qui nous semble être la première porte d'entrée du service public dans les territoires ruraux, qu'il y a un maillage et des infrastructures qui sont existantes et puis qui sont pérennes. Donc, l'idée, peut-être juste pour préciser en 2 mots, le projet dont vous parlez, effectivement, qui sera donc labellisé en fin de journée, et vous pitcherez dans l'après-midi. Mais alors, ils sont publics, donc vous n'avez pas juste la couleur du label que vous allez avoir, c'est tout. Mais pour l'instant, tout le monde sait que vous allez être labellisé. Donc, c'est effectivement l'idée que vous portez de faire en sorte que l'accueil et la formation des personnes au numérique soient faits par les mairies et par les accueils des mairies. Donc on est vraiment dans une revalorisation finalement de cet accueil et de proximité territoriale. C'était ça l'idée, et je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement ça illustre concrètement cette capacité à aller retisser du lien jusqu'au bout, tout au long de la chaîne des acteurs qui sont impliqués. Oui, tout à fait. Ça nous paraissait la maille la plus fine et la plus solide dans l'absolu. L'idée n'étant de ne pas recréer quelque chose à l'échelle locale, mais de s'appuyer sur de l'existant. Et les mairies ou mairies déléguées, parce que nous, on a un département où il y a eu un élan de création de communes nouvelles importantes. Donc voilà, c'est de s'appuyer sur cet existant et faire en sorte de faire monter en compétence les agents des collectivités. Donc on a créé une formation avec le CNFPT des Pays de la Loire, une formation spécifique de 4 jours, qui travaille sur la question des postures, de la réglementation, la mise en place du réseau dont je parlais, et puis un petit peu de technique, et puis de travailler sur un aménagement à minima, on va dire, des accueils,
pareil, que ça ne soit pas trop coûteux pour les collectivités qui s'engageraient. Et donc on est sur des dispositifs avec une tablette tactile qui permet aux personnes de faire. Ça permet aussi d'être, sur la question de la protection des données, d'être assez carré. Et puis ça permet de faire un premier niveau d'accompagnement et ensuite de réorienter vers la France Service ou les autres acteurs. Mais l'idée, c'est de bien travailler cette logique de réseau pour savoir ce qu'on fait dans cette mairie et à quel moment on s'arrête et à quel moment on renvoie vers la France Service ou vers... Donc il y a tout un travail de détricotage en fait de 70, 80 démarches en fait à l'échelle locale. On fait des bases de données. Voilà, on va vraiment gratter jusqu'au bout, on va dire. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau qui soit le plus solide. Donc il y a déjà quelques communes qui sont engagées dans cette démarche et notre idée, c'est d'aller le développer. Et bon, voilà. Merci beaucoup pour ce retour. On va continuer un peu notre tour de piste des modalités de faire avec une autre démarche encore du côté de Nantes Métropole. Vous avez également donc une approche depuis longtemps sur ces questions d'inclusion numérique, une volonté de faire importante. Vous avez un mode de faire un petit peu différent parce que vous avez pris le parti d'être en appui principalement des acteurs et d'animer les acteurs locaux. Donc, est-ce que, Julie, tu peux nous présenter la manière dont ça se structure chez vous? Oui, merci Céline. Oui, à Nantes Métropole, à la différence d'autres territoires, nous, on est vraiment en appui des professionnels. On ne fait pas de la médiation numérique en propre, mais on est là vraiment pour accompagner les professionnels de la médiation numérique. Chez nous, les médiateurs numériques, les professionnels de la médiation numérique sont représentés à 50% d'acteurs associatifs et 50% d'acteurs publics. Et là, notre volonté, c'est vraiment d'engager des dynamiques partenariales, d'être là pour co-construire des dispositifs. Donc, depuis 2015, on a évolué. On a commencé par déjà cartographier l'offre. On a commencé également par construire des dispositifs avec eux. On peut présenter plusieurs dispositifs. Pour beaucoup, on est parti de dispositifs qui ont été déployés par l'État et après, leur vie, ça a été de les adapter à notre territoire. On a par exemple, on parlait tout à l'heure de Conseil numérique France Service, c'est comment on s'accapare ce dispositif, comment on le présente à nos acteurs, comment on se dit globalement qui veut se positionner sur celui-ci et organiser le maillage territorial pour se dire qui fait quoi où. Et vraiment, notre dynamique, ça a été ça. Ça a été d'accompagner les professionnels qui ont des spectres d'action assez larges. Quand on parle de médiation numérique, on va aborder l'ensemble des professionnels qui accompagnent les usagers dans leur pratique numérique sur les volets d'accès aux droits, on en parlait tout à l'heure, mais aussi d'accès à l'emploi, de culture numérique et d'éducation numérique. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces professionnels qu'on essaye de mettre en mouvement pour justement arriver à avancer ensemble dans une dynamique de co-construction. Donc on voit un travail d'animation, d'accompagnement. Vous avez aussi récemment fait une étude d'impact pour voir où ça en était après X années, puis éventuellement réorienter, réinvestir le sujet. Qu'est-ce qui ressortait un petit peu de ce temps? Alors peut-être pourquoi ce temps de diagnostic était important et qu'est-ce qui en ressort qui aujourd'hui nourrit la feuille la nouvelle action Oui, déjà une petite mise en contexte. Pourquoi on a fait ça? C'est vrai que je disais, on a commencé à travailler le sujet à partir de 2015 de façon crescendo et on avait déjà évalué le territoire à plusieurs étapes en 2015, en 2018. Et là, à nouveau mandat, on a réinscrit justement notre plan d'action médiation numérique dans notre politique publique numérique responsable qui fait figurer en axe 1 les sujets d'axe social, les sujets de médiation numérique. Et on a voulu profiter de cette nouvelle étape pour évaluer justement les besoins du territoire, les besoins des usagers, les besoins des professionnels et pouvoir renforcer notre plan d'action. Donc on a orchestré ça à partir déjà de la cartographie de l'offre, qu'on a aussi adapté à partir du schéma de données de l'ANCT. Pareil pour l'IFN, avec l'indice de fragilité numérique qu'on a voulu réadapter et mettre en discussion avec les acteurs. Et après, on a poursuivi l'année dernière par des enquêtes auprès de 2000 usagers pour comprendre justement quels sont les publics en fragilité numérique, quels sont leurs besoins sur les sujets équipement, connexion, accompagnement. On a complété ça avec des enquêtes quali pour aller justement creuser un petit peu plus les publics vraiment ciblés en fragilité numérique à partir d'entretiens auprès de ces usagers-là. Et on a fait le même exercice auprès des professionnels. Donc on a été faire des enquêtes auprès de l'ensemble de nos réseaux de la médiation numérique qui aujourd'hui compte une centaine d'acteurs. On a également été compléter ça après avec une approche auprès des communes, savoir justement dans les différents territoires de la métropole comment chacune se positionne, quels sont leurs besoins.
Et on a été compléter ça aussi avec une approche quali pour aller cibler plus largement les acteurs concernés par les enjeux d'accompagnement des publics dans la pratique numérique. Donc on a été faire des entretiens auprès d'acteurs de la médiation numérique, mais aussi d'entreprises concernées par les sujets de la médiation numérique pour beaucoup sur les sujets RSE, mais également des communes et des têtes de réseau qui sont multiples sur notre territoire, pour justement aller construire ensemble déjà une rediscussion des livrables et notre plan d'action. Et ça a été l'occasion aussi d'animer des ateliers pour approfondir justement les axes de travail à faire ensemble. Et ça nous a permis donc de bâtir un plan d'action et de construire une méthode d'évaluation qu'on va réinterroger chaque année pour se dire quelles sont nos priorités et comment on réaxe les choses. Donc le diagnostic, c'est le moment de refaire le tour un peu des popotes, aller voir tout le monde, et redéfinir des plans d'action, et puis une manière de suivre l'action après. Hein, c'est ce que ça vous permet. Okay. Et du coup, aujourd'hui, ça se relance sur quelle dynamique? Eh bien, en fait, peut-être se redire aussi les grandes tendances avant de se dire quelle dynamique, parce qu'on voit bien que ça a tout son sens demain de préfigurer une stratégie de gouvernance et qui s'imbriquera dans France Numérique Ensemble. Mais comment s'est bâti notre plan d'action? On s'est appuyé de l'ensemble de ces livrables. On peut peut-être en donner quelques trames. Sur notre territoire, ça va en miroir avec les chiffres nationaux. On est à 10% des métropolitains en fragilité numérique, 14% pour les habitants en QPV, en quartier priorité de la ville. Les grandes caractéristiques, parce qu'on voit quand même que la fragilité numérique, elle touche un petit peu beaucoup de populations et on n'arrive pas à vraiment tirer des traits, mais on voit deux grandes caractéristiques, déjà l'âge et le niveau de diplôme. Sur l'âge, on a un peu plus de la moitié qui sont retraités, qui se disent en fragilité numérique, 53%, et des personnes qui sont peu ou pas diplômées. Donc on voit à peu près 63% qui sont pas diplômés ou peu diplômés, qui rentrent sous le bac. Donc on voit que c'est deux typologies et on voit aussi dans les chiffres que pour beaucoup les fragilités sont accrues pour les habitants en QPV. Ça a aussi replacé sur nos engagements de se dire il y a l'accompagnement, mais il ne faut pas l'oublier, même si les chiffres sont baissés sur la fragilité numérique, il y a quand même des écarts qui se sont creusés entre ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas. Et en fait, tout le monde n'est pas connecté et tout le monde n'est pas équipé. Et en fait, on avait tendance à l'oublier par avant, c'est que les enjeux d'équipement sont encore forts et les enjeux de connexion sont encore forts. Donc, pas l'oublier. Et on a été creusé aussi pourquoi les gens ne sont pas équipés et en fait, ou ne sont pas connectés ou ne l'utilisent pas. Et en fait, beaucoup nous ont dit un désintérêt, ne pas voir l'utilité. Et du coup, se redire, dans notre approche, peut-être réaccentuer sur le côté ludique, sur le côté la plus-value du numérique, avant d'aborder justement les questions de montée en compétences, d'accès aux droits, toutes les problématiques qui ont été flagrantes ces dernières années. Oui, ça c'est des points qui remontent aussi, des médiateurs numériques qui sont sur le terrain depuis longtemps, qui disent il y a 10 ans le numérique c'était sympa, c'était positif, aujourd'hui c'est punitif, on vient parce qu'on ne sait pas faire et du coup l'approche est assez différente. Et c'est vrai que c'est important de réaffirmer cette notion de culture numérique au-delà de je suis empêché de faire un certain nombre de choses, qui est aussi dans la logique de la feuille de route, mais qui parfois est un peu oubliée du fait de cette urgence à pouvoir accéder à ses droits, à pouvoir faire des démarches. Et il faut, les deux tendances sont à mener de front, c'est important, effectivement. Beaucoup d'éléments ont été objectivés des remontées de terrain. Et pour continuer sur les enseignements qu'on a eus, c'est aussi dire où vont les gens quand ils ont des besoins d'accompagnement. Et en fait, on se rend compte que nos lieux de médiation numérique, même si on a un maillage important, sont méconnus. Et en fait, les gens vont peu aller pousser la porte de ces médiations numériques, vont la plupart, une grande majorité, aller chercher dans les proches, la famille, le cercle familial, et sont très peu connus, ou en tout cas sont pas abordés tous nos lieux de médiation numérique, mais que ce soit les bibliothèques, les CCS, les associations de quartier. Et du coup, c'est comment on fait pour aller chercher ces gens. Donc, à partir de tous des travaux, on a pu aller chercher justement comment on travaille ça avec nos acteurs de la médiation numérique. On a construit des typologies de publics cibles sur lesquelles on s'est dit on va recentrer nos actions sur du premier niveau, sur le BABA. Et là, on a été se dire nos publics cibles, ça va être les seniors isolés,
les jeunes, qui pour beaucoup, on voit que c'est des cibles, on reparle beaucoup en ce moment, hein, mais des cibles qu'on se disait très, très branchées sur le numérique. Et en fait, il y en a quand même une bonne partie qui n'ont pas cette capacité à aller faire leurs démarches, à aller chercher un emploi, donc, et même à gagner en employabilité demain. Il y a aussi tous les salariés du secteur public, du secteur salarié, excusez-moi, et également tous les pères et les mères au foyer qui, pour le coup, ont été éloignés du monde du travail. Donc on voit bien qu'il y a des cibles phares sur lesquelles il va falloir réadapter notre offre. Et ça, c'est tout l'exercice qu'on va essayer de faire, c'est comment, collectivement, avec nos acteurs du territoire, on réadapte notre offre, on met en visibilité nos lieux, et comment on fait gagner en confiance aussi pour que les gens poussent les portes. Et d'autres actions qui sont nouvelles pour nous, sur lesquelles on n'avait pas trop ciblé, c'est aussi travailler d'autres leviers tels que la formation continue auprès des salariés, parce qu'en fait on voit que 53 sont seniors, mais en fait à l'inverse, il y en a encore beaucoup qui sont sur le monde du travail. Et pour le coup, se dire la formation continue, c'est un levier qui peut être intéressant et qui peut aussi apporter pour nos acteurs de la médiation numérique un nouvel modèle éco, parce que c'est tout l'enjeu, Julia tu le citais, c'était se dire comment on renforce la filière, comment on travaille la reconnaissance et la connaissance des métiers, et comment on travaille aussi l'attractivité. Et pour ça, il va falloir travailler l'accompagnement des professionnels de la médiation numérique. Ok, merci de ce panorama assez complet. Puis on voit les différentes approches, le fait de recentrer l'effort sur des publics qui sont identifiés et de se remotiver effectivement à cette approche. Il y a un point aussi qui est intéressant et qui a été peut-être travaillé trop en parallèle jusqu'ici, qui sont des leviers pour demain, c'est cette notion de faire aussi avec la formation professionnelle. C'est-à-dire que probablement la formation professionnelle au numérique doit évoluer à sortir d'une logique de former à un outil, de former à un outil productif, mais aussi de former plus largement les gens à cette culture numérique pour faire monter globalement en compétences. Que là, pour le coup, dans la formation professionnelle, il y a des sous. Donc ça, c'est pas mal dans un environnement où on manque d'argent pour faire. Et paradoxalement, ce n'est pas mobilisé suffisamment pour faire monter en compétences globalement. Alors évidemment, il y a des démarches comme PIX qui permettent d'aller vers cette logique d'autonomie plus globale. Mais voilà, c'est un point aussi, à mon avis, qui est intéressant à noter dans le diagnostic que vous avez fait. Ouais. Et c'est vrai qu'en dernier mot, ça a son sens aussi, ce que vous dites sur la question de gouvernance. C'est comment, après, on va réussir à mettre autour de la table différentes diversités de publics, dont les privés, et pour se dire, on met tous les moyens pour un axe commun. Et c'est ça que ça a son sens sur ces gouvernances territoriales. Ouais, d'où l'intérêt dans la gouvernance d'élargir effectivement le périmètre. Est-ce que dans la salle, certains d'entre vous veulent témoigner un petit peu de la situation chez eux, nous dire comment ça se passe de votre côté? Oui. Alors, je vais vous présenter, évidemment. Oui, Stéphane Delahaye, je représente le Hub du Sud. Parmi les nombreux outils qu'a évoqué Julia, il y a aussi les hubs territoriaux pour un numérique inclusif. Et on a la chance d'être associé aux différentes gouvernances locales France Numérique Ensemble. Et peut-être juste, on a pu être associé à toutes celles du département sur la région PACA. En fait, on constate des très très grandes disparités d'approche du sujet. Parce que les binômes, préfecture, conseils départementaux ou métropole, par exemple pour les Bouches-du-Rhône, sont appropriés par aussi les politiques, les stratégies déjà mises en place. Les schémas d'accessibilité, par exemple. Et on va aborder l'inclusion numérique tantôt par un biais très très social de l'accès aux droits, ce qui est normal, c'est une grande urgence. D'autres plutôt sur une politique plus culture numérique, plus parentalité numérique. D'autres vont aborder la question de l'accès du matériel au réemploi, etc. Et en fait, on voit bien qu'il y a une appropriation professionnelle par ces binômes et après par les autres membres de la gouvernance qui est très très disparate. On a eu l'occasion, la NCT a participé il y a 15 jours à un séminaire qu'on a organisé à l'échelle régionale en réunissant en fait tous ces binômes-là, histoire aussi d'avoir une culture à l'échelle de la région de cette approche FNE qui est assez nouvelle finalement, qui est assez percutante. Et parfois on est un peu inquiet, on s'interroge sur la façon dont les débats ou dont les sujets ou même l'ingénierie vont être menés, parce qu'on a une maturité professionnelle qui est très, 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 très hétérogène
dans les territoires. Donc vous parliez de formation professionnelle. Là, ça concerne surtout des collectivités avec la préfecture. Donc on va plutôt parler d'agents, on va plutôt associer le CNFPT, etc. Mais outre les médiateurs numériques, les intervenants, les aidants, etc., il y a aussi ceux qui pilotent ces politiques-là, qui pilotent ces stratégies locales et ces gouvernances. Et on pense que ça va être vraiment un sujet dans les mois et les années qui viennent. C'est comment on monte tous en fait en compétences et en compréhension, sans compter encore les élus, qui sont encore une autre dimension. Comment on monte tous en compétences pour bien mener justement cette stratégie nationale France Numérique Ensemble qui est déclinée à l'échelle des territoires. Mais avec évidemment le risque, à la fois l'avantage de la disparité, mais aussi le risque de l'hétérogénéité des approches. Donc, je ne sais pas comment c'est traité, vous, comment vous menez ça peut-être sur vos territoires respectifs. Comment voilà, est-ce que vous voyez peut-être un biais de compétences ou pas sur vos territoires? Volonté de réagir? Moi, du coup, je ne vais pas parler de mon territoire, parce que, voilà. Mais simplement pour rebondir sur cette réaction, effectivement, l'inclusion numérique, c'est un objet de politique publique un peu non identifié qui vient percuter plein d'autres secteurs ou politiques publiques spécifiques. Donc il y a plusieurs portes d'entrée. La plus évidente, effectivement, puisqu'elle est vraiment dans le quotidien immédiat, suite aussi à des actions de dématérialisation, etc., c'est effectivement l'accès au droit. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit se profiler dans les feuilles de route France Numérique Ensemble qui commencent un petit peu à se dessiner, le fait que les feuilles de route France Numérique Ensemble vont s'appuyer beaucoup, parfois, sur des schémas départementaux d'accès aux services publics. Et ça pose effectivement question, puisque à la fois, du coup, au moins, on se dit qu'il y a un existant, une gouvernance à étoffer autour de ça, voilà, qu'on ne parle pas de rien, donc pourquoi pas. Après, effectivement, attention, l'inclusion numérique, ça, je pense que tout le monde est un peu convaincu, mais je le dis quand même, ça ne touche pas que l'accès au droit, c'est vraiment sa transversalité qui en fait à la fois sa problématique et aussi la réponse. C'est-à-dire que l'idée de mettre vraiment une diversité d'acteurs autour de la table, c'est aussi pour pouvoir toucher à la fois les sujets de cybersécurité, d'e-parentalité, d'éducation, et c'est aussi comme ça qu'on pourra aussi résoudre le problème. On parlait effectivement d'études et de mesures du nombre de personnes éloignées du numérique, etc. Enfin, nous, l'année dernière, on a effectivement fait une étude avec le CREDOC et le CREAD qui ne met pas forcément un stock de personnes éloignées du numérique en avant, mais qui parle plutôt d'un halo de compétences et en fait de personnes plus ou moins éloignées du numérique, mais en fait on sera tous à un moment de notre vie éloignés du numérique et c'est pour ça, et plusieurs fois, là on parle beaucoup d'intelligence artificielle dernièrement, donc là je pense qu'on est déjà beaucoup dans la salle, enfin peut-être pas, mais en tout cas moi je ne suis pas hyper à jour, donc voilà, on aura tous des retards à rattraper entre guillemets, donc effectivement il y a un enjeu à intégrer tous ces sujets divers qui vont au-delà de l'accès au droit dans les feuilles de route France Numérique Ensemble, et ça se travaille justement avec la diversité d'acteurs qu'on pourra potentiellement convoquer dans les gouvernants, je pense. Voilà. Merci. Peut-être réaction rapide, puis on va attaquer un autre point. Ouais. Très rapide, pour vous dire que quand on part nombreux, on arrive plus nombreux. Donc nous, c'est le cas de la feuille de route, c'est-à-dire que la question de l'accès au droit, elle est traitée avec le réseau France Service. La question de la parentalité numérique avait été travaillée, portée par l'UDAF, l'accompagnement plus social par les MDS de nos territoires. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des acteurs porte une fiche. Il n'y a pas forcément cette coloration qui est donnée par la préfecture ou le département. C'est-à-dire que c'est vraiment des briques qui vont... après qu'on essaie d'avoir tous les acteurs et de trouver des axes ensuite, les 5 axes que j'ai présentés. Mais voilà, cette diversité, en fait, elle vient à travers les acteurs qui sont dans cette gouvernance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, on avait essayé il y a quelques temps de faire des formations pour les décideurs locaux et puis les managers. Bon, c'était un petit peu compliqué, comme tu le disais, parce que c'est un sujet qui ne mobilise pas toujours. Donc, on l'a fait 2-3 fois à l'échelle du département, mais c'était pas forcément facile de mobiliser les collectivités sur cette formation-là. Donc, c'est plutôt un travail de terrain, en fait, on s'aperçoit, où finalement le sujet, faut le faire émerger ici ou là à chaque fois qu'on a une opportunité. Un petit point.
Oui, très rapidement, parce que c'est extrêmement significatif ce que vous venez d'indiquer, de la méthode que, donc, effectivement, les services déconcentrés de l'État, avec les partenaires locaux, la méthode qui doit être suivie. Parce que le problème du numérique, c'est qu'on peut rapidement tomber dans une forme de fracture entre les sachants, le numérique plaisir, le numérique techno, on a parlé d'IA, et puis ceux qui sont vraiment les laissés pour compte. La feuille de route France Numérique Ensemble, c'est tout l'inverse. Et le diagnostic d'ailleurs est essentiel. C'est faire en sorte de rechercher les territoires, les élus sur ces territoires qui sont pour certains très éloignés aussi du numérique, faire en sorte de rechercher toutes des formes de carence en quelque sorte, pour, par le jeu même de la solidarité territoriale, donc détecter les moyens à mettre en œuvre au niveau de ces territoires. Ce n'est pas forcément pour faire que les territoires qui sont effectivement aujourd'hui très mobilisés puissent briller partout. C'est absolument pas ça. Et donc si donc le pilotage départemental n'a pas compris cela, en fait, il risque effectivement d'échouer dans ses missions. Donc la base, c'est bien d'aller détecter là où sont les besoins et comment les couvrir, et non pas faire briller ceux qui ont déjà quelque part une longueur d'avance. Merci Jacques. Peut-être pour continuer dans cette... Donc on le voit, hein, tour de table étoffé, on voit des diversités d'actions. On a un levier aujourd'hui qui est quand même important sur ces feuilles de route, ça va être de financer les actions. Hein, là, on est dans la structuration. Le cœur du sujet, ça va être aussi de faire. On sait, et on l'a beaucoup travaillé avec Sacha dans le cadre de ces travaux en commun, on l'a dit, difficulté à financer des postes des ressources humaines qui sont quand même centrales sur le sujet, diversité voilà, des approches, et puis également... difficulté effectivement de rassembler des moyens qui sont éparpillés dans différentes politiques publiques par différents acteurs qui ont un bout. Il y a un bout d'inclusion numérique sur l'aide aux personnes handicapées, l'aide aux personnes âgées, dans les QPV, etc., etc. Donc il y a aussi voilà, des petits moyens mais qui sont un peu éparpillés. Et l'idée, c'était aussi autour de rassembler les priorités, de rassembler ces feuilles de route. Ça a été de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi rassembler les moyens pour éviter que chaque association ait chacune à son tour à faire le tour de toutes les poches pour pouvoir trouver de quoi survivre dans cette partie-là. Donc ça, c'était un peu la réflexion qu'on avait avec des logiques. Moi, je me tourne maintenant vers toi, Sacha. Comment, du côté de la Banque des territoires, notamment avec l'expérience que vous avez acquise avec les maisons France Service, même si c'est pas toi qui les portes, mais en proximité, vous pouvez réfléchir ou apporter des leviers sur ce type de structuration. Qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être comme bonne pratique qu'on pourrait essayer d'appliquer ? Oui, bonjour à tous. Peut-être déjà vous rappeler quand même que la Banque des territoires est positionnée sur l'inclusion numérique depuis assez longtemps. D'abord assez facilement sur la question des réseaux et de l'accès à Internet avec le déploiement du très haut débit, puis ensuite sur les équipements et sur les usages. Et puis aussi, vous resituez un peu ce que la Banque des territoires et plus particulièrement le département cohésion sociale et territoriale, fait sur la question de l'inclusion numérique. On a deux principaux modes d'intervention aux côtés de l'État, des collectivités et des acteurs qui ne sont pas propres à l'inclusion numérique, qui sont assez classiques à la Caisse des dépôts. On opère des dispositifs pour le compte de l'État, c'est ce qu'on fait sur conseiller numérique, où très schématiquement, on verse les subventions aux structures et on organise la formation des conseillers numériques qui ont été attribués par l'ANCT. On opère aussi par exemple le dispositif territoire numérique éducatif. Et ensuite, le deuxième mode d'intervention, ça va être des actions là, en financement sur les fonds propres de la Banque des territoires. Là, on intervient aussi aux côtés de l'État et des collectivités pour les aider à cofinancer ces dispositifs. C'est ce qu'on a fait sur France Service, si je peux revenir un peu en détail sur ce qui a été fait. On a
dans la première phase de déploiement, on a dépensé un peu plus de 30 millions d'euros en cumul sur la première phase pour financer les bus France Service, la formation des agents, l'organisation de rencontres régionales. Là, donc on vient bien en cofinancement de ce qui est des financements apportés par l'État, par les collectivités et par les porteurs de France Service. Aujourd'hui, sur la seconde phase de financement, on accompagne les porteurs dans l'aménagement de leurs espaces. Le but, c'est vraiment de capitaliser sur l'existant, de mieux organiser les espaces pour faciliter les parcours utilisateurs, pour rendre les espaces plus agréables et faire en sorte que les publics viennent, s'y sentent mieux et soient mieux accompagnés quand ils viennent sur place. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner 1000 France Service dans les 5 prochaines années. On a commencé les sélections déjà depuis quelques mois. On aura une 3e sélection en juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et les relèves vont s'effectuer à peu près tous les trimestres. Donc là, l'appel à projet, il est ouvert encore pendant un petit moment. N'hésitez pas, j'en profite pour faire un appel, c'est fait pour. Hein. Si vous n'êtes pas sélectionné dans les premières levées, encore une fois, on va en accompagner 1000. Donc vous pouvez retenter votre chance dans les prochaines. Au-delà de ce qu'on a fait sur France Service, on accompagne aussi en fonds propres après tous les acteurs, que ce soit public ou privé, sous différentes formes. Ça peut être de la subvention, c'est ce qu'on a fait notamment pour accompagner le lancement des hubs. On a financé aussi les étapes numériques qui sont portées par la Poste et qui sont, j'en profite aussi pour réexpliquer ce que ce sont, que les étapes numériques qui ne sont pas forcément toujours utilisées aujourd'hui. Hein, c'est des lieux qui sont équipés, qui sont faits pour accueillir des acteurs, que ce soit associatifs, collectivités, peu importe, qui n'auraient pas les équipements nécessaires pour organiser des ateliers. Des ateliers, ça peut être de la médiation numérique. Donc, c'est des lieux qui sont équipés, qui sont faits pour recevoir du public. N'hésitez pas à aller solliciter ces lieux qui ont été faits pour ça. Et puis, sinon, on a aussi des accélérateurs pour accompagner les acteurs privés. Voilà, donc on a toute une palette d'offres, soit avec l'argent de la caisse, soit via les mandats que l'État nous confie. Pourquoi je vous explique ça ? On va continuer à accompagner l'État et les collectivités et les acteurs privés sur France Numérique Ensemble. On va pas forcément réinventer ce qu'on fait déjà, mais on va continuer à le faire. L'idée, c'est de toujours être en complémentarité avec ce que fait l'État et ce que font les acteurs. Aussi, peut-être, ça a été dit plusieurs fois au cours des interventions, et c'est intéressant. On essaye aussi quand même d'avoir une logique assez intégrée. Et là, ces dernières années, on s'est concentré un peu sur la question de l'accès au droit et de la médiation numérique. On essaye aujourd'hui d'aller aussi sur les sujets de connexion qu'on a vu aussi émerger, de continuer aussi à aller sur les sujets d'équipement, par exemple avec le reconditionnement, le réemploi solidaire, et de peut-être mieux capitaliser sur tout ce que fait le groupe Caisse des dépôts et d'agir dans une logique intégrée sur vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Accès aux équipements, accès à Internet, connexion solidaire, usage, formation. Voilà, donc on essaye de travailler, nous, en interne, cette logique pour capitaliser ce qui existe déjà au sein du groupe. Merci de ce panorama, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément conscience de la capacité qu'on peut avoir de venir vous voir pour vous solliciter sur ces points-là. Si on zoome un petit peu sur deux choses sur lesquelles on a réfléchi un peu collectivement et qui sont un peu dans les périmètres des uns et des autres, on a aussi, donc, sur ces leviers de financement nouveaux, hein, au-delà de ce qu'on vient de se dire, enfin, et en complémentarité, il y a aussi l'idée de pouvoir avoir des financements complémentaires. Donc là, on est vraiment dans financer l'action, hein, c'est bien de ça dont on parle, peut-être notamment en mobilisant des fonds européens. Est-ce que, donc là, on le sait que c'est compliqué. Nous, on était à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, là, le 20-21 mars.
On a confirmation qu'il y a des moyens qui existent, qui sont alloués sur l'inclusion numérique. Le FSE est le levier le plus accessible, mais il y en a d'autres. Mais on voit bien que c'est très difficile à mettre en œuvre à l'échelle des territoires et à aborder. Du coup, vous mettez en place une formation, un accompagnement, de l'appui à l'ingénierie. Comment est-ce qu'on peut, sur ce levier-là en particulier notamment, pouvoir avoir de l'aide sur le territoire pour faire ? Oui. Oui, on l'avait déjà vu dans le cadre du CNR et ça se confirme quand on parle aux acteurs. On est assez convaincus que les fonds européens sont un levier intéressant en complément de ressources et que surtout dans un contexte donc, de fin du plan de relance, de contraintes budgétaires assez fortes pour les collectivités et des besoins de la population qui continuent d'augmenter. Aujourd'hui, on voit que ces fonds ils sont sous-consommés alors que les enveloppes de la nouvelle programmation sont en augmentation par rapport à la précédente. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire sur ça. On voit aussi émerger des dispositifs justement pour faciliter l'accès à ces fonds. Que ce soit en ingénierie et en préfinancement. J'en profite pour citer peut-être le dispositif, un dispositif que vous ne connaissez peut-être pas, qui est pour l'instant disponible uniquement en Outre-mer, mais qui est assez chouette, qui est un partenariat en fait, entre l'AFD et ESS France Outre-mer. Où ESS France Outre-mer s'occupe de toute la partie ingénierie et va accompagner les acteurs à monter leur dossier de subvention et puis après à suivre la comptabilité tout au long du projet pour obtenir la subvention à la fin. Et l'AFD vient en fait préfinancer et vient avancer la subvention qui est versée à la fin. Donc il y a déjà des choses qui existent. Là, pour le coup, c'est que en Outre-mer et c'est très récent. Mais on voit quand même émerger des choses. Et ce qu'on essaye de faire à la Banque des Territoires, enfin, en tout cas, on essaye de réfléchir à ce type de dispositif. Ce qui est assez simple à mettre en place pour nous, c'est de l'accompagnement en ingénierie. Donc là aussi, on se tient à la disposition des acteurs pour vous accompagner si vous avez des projets de dossiers européens à monter ou si vous l'envisagez. Mais on pense vraiment que c'est ce que tu disais, comme la formation professionnelle, il y a de l'argent côté fonds européens. Donc on peut essayer quand même d'aller les consommer un peu mieux. Et vous avez en gros des enveloppes où on peut faire appel à vous pour que vous puissiez nommer des personnes qui viennent accompagner concrètement les acteurs locaux pour faire les démarches, pour identifier ce qui est à faire. Donc ça vraiment sur la partie fonds européens, des leviers, des formations. Donc je pense que ça c'est un premier élément dont les uns et les autres devraient effectivement se saisir davantage. On a parlé du levier de la formation professionnelle, d'aller regarder vers. C'est vrai que nous on va aussi se rapprocher des régions. Ça fait partie des acteurs avec lesquels on se disait qu'il y aurait probablement des leviers pour qu'ils puissent être plus allants sur le fait de flécher des fonds sur ces sujets-là, en tout cas en lien avec cette logique d'inclusion numérique. On a évoqué en filigrane dans le cours de la table ronde aussi la possibilité de mobiliser des moyens localement et notamment aussi de travailler. Et puis je vois qu'on a quelques Lyonnais dans la salle. On avait aussi réfléchi à l'époque de l'expérimentation coordination territoriale d'inclusion numérique à cette logique de fondations locales ou de fonds locaux qui réunissent des financements. Est-ce que là-dessus aussi c'est des choses sur lesquelles la Banque des Territoires vous continuez à travailler? Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce que peut-être aussi certains d'entre vous, je crois que du côté d'Anjou numérique, il y a aussi des réflexions qui vont dans cet esprit-là, dans le périmètre des acteurs qui sont aux interconnectés. Orléans Métropole, par exemple, a constitué une fondation il y a déjà plusieurs années qui vient cofinancer. On a vu à Anjou, il y a déjà des cofinancements aussi qui existent. Sur cette piste-là, concrètement, est-ce qu'il y a quelques leviers qu'on peut saisir de manière plus collective ? Oui, et puis il faut capitaliser sur France Numérique Ensemble, où ça a été dit plusieurs fois, mais c'est quand même important de le rappeler, c'est un nouveau coup d'accélérateur qui permet vraiment d'embarquer tout le monde, y compris ceux qui étaient un peu retardataires de la précédente vague. Donc ça, c'est super, mais ça implique du coup de mutualiser.
et d'organiser ça. Nous, on croit beaucoup à l'échelon assez local et notamment au rôle que peuvent avoir les syndicats mixtes, parce que c'est vraiment leur raison d'être de mutualiser, et avec l'expérience acquise sur le très haut débit, c'est un sujet naturel pour eux. On croit beaucoup aussi à l'émergence de l'inclusion numérique comme un sujet pour les entreprises. Jacques, vous l'avez redit au départ, les entreprises ont vraiment de plus en plus intérêt à ce que leurs clients et leurs salariés soient formés au numérique. J'ai assisté au colloque de l'Assemblée nationale sur ce sujet-là qui était début mars, qui faisait intervenir plusieurs entreprises dans des secteurs qu'on n'a pas encore l'habitude de voir dans l'inclusion numérique et qui sortaient des opérateurs télécoms, des assureurs. Et c'est intéressant de voir que des entreprises qui avaient au départ pas grand-chose à voir avec l'inclusion numérique se saisissent du sujet. Alors pour des raisons qui les arrangent aussi, mais quand même, ça montre bien que ça devient un sujet pour eux. Donc c'est un levier qu'il ne faut pas négliger et qui, à mon sens, va devenir de plus en plus important. Donc tout ça pour dire qu'il faut aller chercher de l'argent à plusieurs endroits, que c'est compliqué, que ça demande de la RH, c'est déjà ce qu'on s'est dit au début. Côté Banque des Territoires, on a des enveloppes pour accompagner les acteurs en ingénierie. Donc là aussi, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des besoins en montage de projets complexes et d'ingénierie financière. On le fait sur plein d'autres domaines et pas que sur l'inclusion numérique, mais on peut le faire davantage aussi sur l'inclusion numérique. Et vous êtes prêt aussi à accompagner des nouvelles manières de faire qui peuvent, si elles fonctionnent bien, être répliquées ensuite dans un deuxième temps. Je pense que ça aussi, ça peut être intéressant au fur et à mesure que des projets comme ça émergent, ils puissent être mis en commun pour inspirer d'autres et puis avoir déjà des manières de faire un peu clés en main, quoi. Oui, l'objectif sous-jacent de ces accompagnements, c'est évidemment de les tester sur des territoires et puis après d'aller les répliquer ailleurs quand ils fonctionnent. Merci, on arrive au bout de la table ronde, donc peut-être juste un mot, peut-être vous voulez réagir sur la manière dont ça se structure chez vous, puis un petit mot de conclusion, de manière à ce qu'on ait quand même une petite pause avant la plénière. Voilà, pour vous dire qu'au niveau de l'enjeu, on réfléchit un peu sur du coup, le montage d'un fonds. Alors pour l'instant, voilà, c'est au travail, c'est pas validé par les instances, donc je parle sous couvert de ça. Donc le principe, ça serait d'avoir une aide qui soit un levier pour le maintien ou le recrutement des conseillers numériques, considérant que les médiateurs ont déjà un modèle économique. Bon, c'est pas sûr, mais il fallait bien, le dispositif borde un peu les choses. De soutenir des territoires qui s'engagent à la structuration, la coordination, comme j'ai pu le présenter tout à l'heure, qui soient simples d'accès, voilà, pas des dossiers trop lourds. Et puis forcément l'engagement d'une collectivité ou d'un établissement public, mais je vais y revenir. Donc ça serait un financement pour nous, on l'imagine, qui interviendrait après les aides de l'État, dans le dispositif conseil numérique, à l'échelle des EPCI ou des polarités, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours l'EPCI qui finance, au moins dans le Maine-et-Loire, avec un cofinancement obligatoire d'une collectivité ou d'un établissement public qui représenterait 50% du reste à charge après déduction de l'État. Et le fonds qu'on est en train de mettre en place, l'aide interviendrait elle aussi à hauteur de 50%, au maximum à hauteur de la collectivité. Donc ça veut dire que ça prendrait la totalité du poste. Sur une base de 35 000, on est parti, soit pour 3 ans, soit pour le reste de la convention avec la NCT, parce que voilà, on est dans le cadre du dispositif, donc il y a déjà un certain nombre... C'est aussi pour compenser la dégressivité progressive. La dégressivité, tout à fait, ouais. Donc voilà, donc via une convention qui sera signée entre le syndicat, la collectivité et puis l'employeur, parce que parfois c'est un employeur privé. Donc l'idée, c'est d'abonder ce fonds avec des acteurs privés. Donc aujourd'hui, il y a des échanges avec notre délégataire, les banques bien sûr, et on imagine d'autres opérateurs privés. Et puis oui, on va se tourner aussi vers les fonds européens, parce qu'en effet, il y a des enveloppes à mobiliser dans la région Pays de la Loire. Donc ce dispositif, là, nous, ça pourrait concerner 17 postes sur le territoire, plus 9 du syndicat, donc autrement dit 26 sur les 34, avec une mise en œuvre progressive, parce que l'idée, c'est d'accompagner les territoires en fonction de leur maturité aussi, avec une enveloppe voilà, qu'on a estimée à 500 000 sur 3 ans maximum, on va dire, en fonction du déploiement. Et l'idée, c'est d'arriver à sortir ça. Mais bon, vous voyez bien que la réflexion, c'est toujours un peu plus long. Enfin, ça fait déjà un certain nombre de mois qu'on en parle. C'est toujours un petit peu plus long, mais d'ici l'été, pour voilà, prendre le relais assez vite de cette dégressivité qui, pour certains, voilà, ça fait déjà presque un an qu'ils sont dans la V2 du dispositif, quoi.
Merci de ce retour. On suivra avec beaucoup d'attention, effectivement, parce que ça outille des choses auxquelles on avait réfléchi de manière plutôt théorique jusque-là, mais qui est expérimentée à différents stades dans des territoires. Très bien. Peut-être un mot de conclusion ? Alors peut-être pas vraiment une conclusion, parce que nous sommes de nouveau au début d'une aventure qui est celle de la généralisation effectivement des dispositifs de médiation numérique, d'inclusion numérique sur tous les territoires, et particulièrement donc les territoires qui jusqu'à présent n'avaient pas eu les moyens ou n'avaient pas eu la volonté politique. Ça peut exister ça et là, mais je pense surtout aux moyens de pouvoir déployer des actions. Moi, je tiens quand même à remercier et à saluer tout le travail fait par la NCT. Et nous participons, les interconnectés, évidemment, au pilotage national qui est donc porté par Julia, donc sur la mise en œuvre de la feuille de route France Numérique Ensemble. Et nous voyons comment certains départements ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Avec la Banque des Territoires aussi, tout le travail réalisé, notamment pour remettre notre rapport en quelque sorte lors du CNR numérique, tout ce travail-là décrivait déjà des pistes d'action, et j'aurais qu'un seul message. Surtout, regardez ce qui se passe dans votre département et ne manquez pas ce rendez-vous. Ce rendez-vous très important, celui d'abord du diagnostic et ensuite du déploiement de toutes les actions en matière de médiation numérique. Nous sommes dans une phase, certes, où nous pouvons constater que les moyens risqueront de manquer, mais qui est quand même une phase où l'intelligence collective doit primer, notamment pour donc mobiliser l'État aussi, avec le souci qu'aucun territoire, et le département doit nous y aider, donc qu'aucun territoire ne soit laissé pour compte. Merci beaucoup. Et puis peut-être n'hésitez pas territorialement à diagnostiquer vos besoins dans les feuilles de route, de les chiffrer et d'aller voir en proximité, notamment, on l'a vu, un certain nombre de pistes de cofinancement pour pouvoir faire cet effet levier, et on continuera à suivre les bonnes pratiques tout au fil des mois qui viennent. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Je vous remercie beaucoup.